Marine, je rappelle que vous êtes médecin généraliste et que cette année, vous allez accompagner certains de nos téléspectateurs qui ont envie de prendre soin de leur santé. Si d'ailleurs vous voulez poser une question à Marine, il suffit de scanner le petit QR code qui s'affiche en bas de votre écran, qu'on va laisser tout le long de la chronique avec votre téléphone. Marine, vous allez répondre à la question Pas mon numéro perso. Mais... Non, évidemment. Marine, vous répondez à la question de Maria à propos justement de l'ostéoporose. On écoute sa question. Bonjour Marine, j'ai 53 ans et j'appréhende beaucoup la ménopause car ma mère souffre d'une forme grave d'ostéoporose. J'ai fait une chute qui m'a sérieusement abîmé 2 doigts et je voulais savoir si à mon âge il y a des examens de densité osseuse et s'il y a des exercices à faire pour renforcer mes os. Merci. Déjà, merci à Maria. Et donc, pour lui répondre de manière un peu plus précise, je vais déjà vous expliquer ce qu'est l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose est en fait un déséquilibre de l'os. Alors, en fait, pour qu'un os soit en bonne santé, il y a beaucoup de renouvellement à l'intérieur. En fait, certaines cellules, les ostéoclastes, vont grignoter l'os ancien, l'os qui se fragilise, et ce tissu osseux va être remplacé par d'autres cellules, les ostéoblastes, qui vont du coup construire du tissu osseux solide. Mais avec le vieillissement, la prise de certains traitements ou certaines maladies, eh bien, comme je le disais, un déséquilibre a lieu au sein de l'os, et donc c'est l'ostéoporose, une maladie du tissu osseux fragilisé qui peut donc se rompre plus facilement et donc se fracturer. Donc on a compris comment fonctionnait l'ostéoporose, et ce qui inquiète Maria, c'est que sa maman était atteinte d'ostéoporose sévère, et elle se demande si elle aussi, elle ne serait pas un peu plus à risque, qu'il n'y aurait pas une part héréditaire. Alors, il y a effectivement une prédisposition génétique dans l'ostéoporose. Donc, en fait, quand on évalue le risque d'ostéoporose de manière individuelle auprès d'un patient, on va regarder s'il y a des cas d'ostéoporose dans sa famille. Mais il faut aussi comprendre que la masse osseuse se développe pendant l'enfance et au jeune âge adulte, et ça grâce à 3 éléments indispensables. La pratique sportive, donc c'est important tout au long de la vie, donc dans l'enfance déjà, une bonne alimentation riche en calcium et des apports suffisants en vitamine D. Et donc si on arrive autour de 25-30 ans avec une masse osseuse insuffisante, eh ben, on a plus de risques de développer de l'ostéoporose. Donc il y a ces éléments-là qui sont importants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent jouer justement dans l'apparition de l'ostéoporose? Alors tout à fait, déjà le vieillissement naturel qui participe à dégrader le tissu osseux, mais aussi l'état hormonal. Alors chez les hommes, notamment les androgènes, la testostérone, et chez les femmes, les œstrogènes participent à la formation osseuse. Et donc à la ménopause, chez la femme, eh bien, on voit une accélération de l'apparition de l'ostéoporose. Et certains traitements aussi peuvent la favoriser, comme les corticoïdes pris pendant plus de 3 mois, mais aussi les IPP, ceux contre le reflux. Alors certaines études sont un peu discordantes. Voilà, oui, on a certaines qui disent oui beaucoup, d'autres pas beaucoup, c'est un peu discordant. Et certains traitements antidépresseurs aussi. Maria, elle a 53 ans, elle est proche de la ménopause et elle se demande si au vu de son terrain, elle a tout intérêt à dépister ou en tout cas à essayer de voir si elle souffre elle aussi d'ostéoporose. Alors quoi qu'il arrive, je conseille à Maria et à nos téléspectateurs de consulter leur médecin qui va évaluer du coup ces facteurs de risque d'ostéoporose et qui pourrait prescrire un examen spécifique, l'ostéodensitométrie. Alors cet examen est indiqué, comme je le disais, en cas de facteurs de risque cumulés, mais aussi en cas de fracture sans choc violent. Par exemple, quelqu'un qui tomberait de sa hauteur et qui se fracturerait le poignet ou une vertèbre. Et dans ces cas-là, on suspecte que l'os est fragile. Et dans ces cas-là, on donnera certains traitements. Mais dans l'intervalle, il est possible aussi de renforcer ses os avec des exercices du quotidien tout simples. Oui, alors on peut limiter l'apparition et aussi l'évolution péjorative de l'ostéoporose avec des exercices très simples. Alors je vais vous faire une petite démo. Déjà, vous pouvez commencer par faire du renforcement musculaire très simple avec une chaise à la maison. Vous pouvez faire des squats. Alors c'est plus facile quand on n'a pas l'habitude de le faire avec une chaise. Et puis on va pouvoir faire des exercices avec des poids pour véritablement renforcer les muscles et les os. Alors là, j'en mets que d'un côté, mais vous pouvez faire des flexions de hanches, donc des levées comme ça de la cuisse. Donc si vous allez voir, à force de le répéter, ça va tirer. Et puis vous pouvez faire aussi des extensions de jambes. Et donc ça renforce aussi les quadriceps. Ça, c'est des poids qu'on achète dans n'importe quel magasin de sport, tout simplement. Oui, des poids c'est pas très lourd, mais quand même, au bout d'un moment, on sent que ça pèse son petit poids. C'est la répétition qui va faire le travail. Oui, et puis c'est important vous trouvez ça lourd, Clémentine? Oh, ça fait 500 grammes, non? Là, c'est 1 kilo. 1 kilo, ça? Ouais.
Oh oui, j'aurais fait une mauvaise Et vous vendeuse de primes. Alors. Et vous pouvez faire aussi, c'est important, des exercices pour travailler la posture et l'équilibre. Parce que si on a un surrisque d'ostéoporose, c'est important d'essayer de limiter le risque de chute. Donc vous pouvez faire des exercices sur une jambe. Et là, encore une fois, on peut s'aider de la chaise. Et vous pouvez faire des levées sur pointe de pied. Comme ça, on va renforcer toute la chaîne postérieure, des fessiers jusqu'au mollet. Et aussi sur les talons, comme ceci. Finalement, on a besoin d'impact. Et c'est aussi ce qu'on observe pour les astronautes qui partent dans l'espace, qui sont en apesanteur. Ah oui. Et du manque d'impact du pied au sol, ils souffrent d'ostéoporose. C'est ça. Donc, avec ces petits conseils, on peut améliorer certaines choses. Donc, Merci au niveau des pratiques sportives, danse, course à pied, marche active, ça fonctionne très bien aussi pour renforcer les os. Bougez, vos os vous le rendront. Marine, c'était naze, pourquoi j'ai fait ça? Marine, en plus du cœur, ouais, grave. En plus du QR code. Vous êtes sympa, Marine, parce que c'était vraiment naze. En plus du QR code, on peut aussi vous envoyer des questions vidéo par mail. Oui, alors marine@allodocteur.fr. Tout simplement. Avec plaisir. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Et direction le Pas-de-Calais. Je vous propose de découvrir un service de neurologie à Arras un peu particulier. C'est un service important pour les habitants de la région parce qu'il prend en charge en urgence les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Et cette unité a pu voir le jour grâce à l'aide de médecins venus d'un autre continent. Les explications de Camille Leclerc, Arthur Lorette, Denis Moreau. Aux urgences d'Arras, un patient de 29 ans vient tout juste d'arriver. Vous avez eu un vertige, tout tournait autour de vous. Oui, exactement. Ça a duré combien de temps? 10 secondes. 10 secondes. Et vous avez eu un flou visuel associé. Oui, c'est ça. Pour le médecin, ces symptômes évoquent un accident ischémique transitoire, un AIT. Cette attaque cérébrale ne dure que quelques instants et ne laisse aucune séquelle. Mais elle peut annoncer un événement bien plus grave. On agit très vite parce qu'un AIT peut cacher un AVC. Un accident vasculaire cérébral qui priverait d'oxygène une partie du cerveau. Ce ne sont pas les urgentistes qui s'occupent du patient, mais une équipe mobile du service de neurologie. Ils l'emmènent à l'IRM le plus rapidement possible. Et a priori, la séquence est normale, il n'y a pas de lésion ischémique récente. On ne voit pas de signe de souffrance cérébrale sur le parenchyme, donc c'est qu'en fait, le cerveau n'a pas souffert finalement peut-être de ce déficit en oxygène. Ça confirme qu'il s'agit d'un probable accident ischémique transitoire. On va hospitaliser le patient pour administrer un traitement adapté afin d'éviter qu'il ne fasse un véritable AVC. En 24 heures, une batterie d'examens sera réalisée. L'objectif, trouver l'origine de cet accident ischémique transitoire et ainsi éviter la récidive. Je sais que les AIT, les AVC, c'est une cause de mortalité en France, donc c'est quand même assez rassurant d'avoir du monde autour et des équipes qui sont assez réactives. Et pourtant, il y a encore 12 ans, à l'hôpital d'Arras, cette offre de soins n'existait pas. Il était impossible d'accueillir en urgence les patients victimes d'un AIT ou d'un AVC. Les patients qui étaient en alerte AVC, en suspicion d'AVC aigu, étaient orientés vers les établissements voisins, c'est-à-dire Lens, c'est-à-dire Béthune. Et donc, pour cet établissement qui est siège du SAMU départemental, il paraissait quand même tout à fait anormal que l'on ne puisse pas, nous, avoir cette offre pour la population de l'arrondissement d'Arras, qui représente à peu près 250 000 personnes. Si c'est aujourd'hui possible, c'est grâce aux médecins camerounais. Sur 6 praticiens dans le service, 5 sont originaires de ce pays d'Afrique. Parmi eux, il y a le docteur Marie-Achille Feuteau. Voilà 10 ans qu'elle est en France. L'objectif de venir en France au début, c'était pour mettre en pratique ce qu'on apprend en théorie. Et effectivement, voir également d'autres choses qui ne se font pas forcément au Cameroun. Maintenant, c'est Marie-Achille qui forme d'autres médecins camerounais. Demande un fond d'œil. Grâce à un partenariat avec l'hôpital de Pouma, à l'ouest du pays. Laetitia, diplômée en médecine générale au Cameroun, est interne ici. Ça fait à peine 3 mois que je suis là. Au début, c'est un peu dérangeant, on se retrouve un peu seul. Mais bon, on se crée aussi une autre famille à l'hôpital. Ça me fait plaisir de former des médecins camerounais, surtout que c'est une relève pour le Cameroun, en quelque sorte. Et sans le savoir, Laetitia et Marie-Achille auraient pu se connaître avant d'exercer ici.
Alors, Laetitia, toi, c'est quoi ton village? Banjul. Ah, presque la même chose. c'est pareil. Hein. Elle est juste à côté de moi, en La fait. voisine. Son village, elle est voisine à moi. Je découvre. C'est un peu comme Arras et Lens. Ça fait du bien de revoir Baham parce que ça me plonge à nouveau au Cameroun, à mon enfance et à la joie qu'on avait. Hein. Les souvenirs d'enfance sont toujours des souvenirs particuliers. Marie-Achille et Laetitia espèrent un jour retourner vivre au pays pour y soigner les malades. En attendant, grâce à ces médecins camerounais, 1355 patients ont été pris en charge dans ce service en 2023.